Merci de nous choisir. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Au sommaire de cette édition, l'enquête sur le drame de Boffa Bayotte se poursuit et avance rapidement. Information obtenue par RFM de sources proches du dossier. Pour sa part, la Convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance accuse l'État d'être responsable du massacre du 6 janvier dernier. Une affaire liée à l'exploitation abusive de bois et non au conflit dans le sud du pays, selon la dite Convergence. Assemblée nationale, l'indemnité de rentrée qui s'élève à 10 millions, toujours pas versée aux députés. Les menaces de dénonciation d'Ousmane Sonko sont passées par là. Suite mais pas fin de la polémique autour du coup du terre. Le ministre délégué chargé du développement ferroviaire dément le député Ousmane Sonko sur les chiffres. D'après Abdoulaye Nessal, le député de PASTEF fait de l'amalgame. Les confrères de l'agence de presse sénégalaise en grève depuis une semaine peuvent maintenant afficher le sourire. Le paiement de leur salaire a commencé d'après leur directeur général. Et Tierno Birahim Fall veut que le budget de l'APS soit revu à la hausse, tout simplement. En politique, l'APR de Rufisque ne parle plus le même langage. Des divergences ont eu lieu hier lors d'une rencontre organisée par les responsables départementaux. Principal accusé, le ministre Oumar Gueye, qui n'a pas voulu trop s'attarder sur la question. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a finalement accepté la démission du Premier ministre Umaro Sissoko Mbalo. Son successeur n'est pas pour le moment connu, mais le PAIGC souhaite qu'un de ses cadres soit promu chef du gouvernement, ce que refuse pour le moment le deuxième parti de la coalition présidentielle. La crise politique au Togo, on en parle également avec cette visite d'une délégation de l'opposition à Conakry. Elle a été reçue par le médiateur Alpha Condé. Le chef d'État guinéen a même proposé une date pour la tenue du dialogue entre pouvoir et opposition. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h15. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour avant Le menu sport avec vous. Nous parlerons du CHAN de football qui se déroule au Maroc justement. Le Maroc, pays hôte de la compétition, et le Soudan sont en pole position pour décrocher leur ticket au prochain tour. Le Maroc qui va jouer contre la Guinée, tandis que le Soudan va en découdre avec la Mauritanie. Nous allons nous intéresser justement à cette absence du Sénégal dans cette compétition. Et c'est Abdoulaye Dabo, directeur des programmes de la chaîne sportive guinéenne CIS, qui parle d'abord du bilan dans ce journal. Nous allons aussi parler du championnat de France. Le Paris Saint-Germain, leader qui accueille Dijon ce soir, l'Olympique de Marseille, occupe la deuxième place du classement, Antoine. La chronique du jour avec Mbaye Sidi Mbaye, la presse du jour Georges Détié-Diop. Après l'échec des négociations d'hier entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, y a-t-il des chances d'accord avec la prochaine rencontre prévue avec le Premier ministre? Point de vue aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le point sur l'enquête qui vise à faire la lumière sur l'assassinat de 14 individus dans la forêt de Boffa Bayotte à Ziguinchor. RFM apprend de sources proches du dossier que l'enquête se poursuit et rapidement. En attendant de tout clarifier, la Convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance accuse le gouvernement dans ce massacre qui a eu lieu il y a quelques jours. Et pour la dite Convergence, le conflit armé dans le sud du pays n'a rien à voir avec la mort des 14 personnes le 6 janvier dernier. Elle explique que l'exploitation abusive et illégale des ressources naturelles de la Casamance est à l'origine du drame. En conférence de presse ce matin, la Convergence invite l'État à mettre un terme à la mafia autour du trafic de bois. Compte rendu en Arocha et La Fatoussi. Convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance en veut terriblement à l'État du Sénégal. Macky Sall en tête à cause d'abord de son mutisme. Aliou Sambou Bodian est le coordonnateur de la CDDC. Choqué mais pas surpris parce que nous avons vu qu'il a fallu une énorme pression pour que le premier communiqué sorte, communiqué laconique de l'État. Deuxièmement, il a fallu du temps à l'État pour décréter un deuil national. Tout cela est un peu comme un manque de considération, de respect aux familles, mais également un manque de prise en compte de la gravité de la situation. Mais si la Convergence est autant en colère, c'est parce que pendant trop longtemps, les autorités centrales ont été laxistes
face au pillage des ressources naturelles de la Casamance. Nous nous rendons compte que toutes ces menaces-là qui ont été proférées à l'encontre aussi bien des trafiquants que de ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui se servent un peu de la mafia du bois pour s'enrichir, ils circulent tranquillement, ils ne sont pas inquiétés. Nous voudrions alerter l'État et surtout l'inviter à ce que ces enquêtes-là soient des enquêtes impartiales. Convaincu que la rébellion n'a rien à voir avec cette tuerie, la CDDC invite l'armée dans ses opérations de ratissage à faire preuve de prudence au processus de paix selon Aliou Sambou Bodjon. Parce que si on pilonne la forêt et qu'on touche les bases rebelles du MFDC, nous avons peur qu'ils seront obligés de riposter. Alors on va nous replonger dans une spirale que nous n'avons pas envie de vivre. C'est pourquoi sur ce cas précis, nous demandons à l'État d'y aller avec beaucoup plus de tact pour éviter aujourd'hui que ce processus de paix qui a été gagné après de longues années de négociations et d'accalmie ne soit pas remis en cause par des draconniers. Pour dénoncer toute cette situation et montrer son engagement envers la paix et la stabilité du Sénégal, la Convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance compte organiser une grande mobilisation dans les prochaines semaines sur place à Ziguinchor. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Il est midi 6 vous suivez le grand journal. L'indemnité de rentrée à l'Assemblée nationale, pas toujours disponible malgré le besoin émis par des députés en cause. Le bureau de l'Assemblée nationale prendrait en compte des menaces du député Ousmane Sonko de ne pas prendre les fonds. 10 millions par parlementaire. Georges Dethié-Diop a enquêté sur la question. L'affaire aurait installé un climat de méfiance à l'Assemblée, de peur d'essuyer les foudres de l'opinion. L'indemnité de rentrée. 10 millions de francs CFA à chaque député au début de la législature. 1,650 milliard de francs CFA donc pour tous les parlementaires. Des députés veulent entrer en possession des fonds, mais le bureau de l'Assemblée nationale n'a toujours pas accédé à leur requête. La raison de cette attitude du bureau de l'Assemblée, la psychose Sonko. Le leader de PASTEF, selon nos sources, les attendrait de pied ferme. Ousmane Sonko cracherait sur les 10 millions et menacerait de mettre l'affaire sur la place publique. L'inspecteur des impôts, radié de la fonction publique, estimerait que les priorités sont ailleurs et que les 1,650 milliard de francs CFA peuvent servir, par exemple, à générer des emplois pour les jeunes. Et cela pourrait être considéré comme un scandale. Seulement un membre du bureau de l'Assemblée nationale confie, et de façon formelle, que la question n'a jamais été évoquée en réunion de bureau. Aucune disposition légale n'encadre l'indemnité de rentrée à l'Assemblée nationale, même si elle a été instaurée depuis le régime de Abdou Diouf. Elle permet aux députés de renforcer sa garde-robe, de s'équiper, bref, d'avoir un standing quelque peu adapté à leur fonction de parlementaire. Les députés de la dernière législature, la 12e, n'avaient pas reçu d'indemnité de rentrée. En cause, l'on avait évoqué un problème de trésorerie. Georges Dethié-Diop, la réponse du ministre délégué chargé du développement ferroviaire à Ousmane Sonko n'a pas tardé. C'est au sujet du coût du train express régional, là où le député de PASTEF parle de 1000 milliards de francs CFA. Abdou Ndéné Sall maintient les 568 milliards annoncés par le gouvernement. Il déclare qu'Ousmane Sonko fait de l'amalgame. Abdou Ndéné Sall était l'invité de RFM Matin. La réponse que j'ai envoyée à Sonko a été très claire. Les coûts hors taxes du TR sont de 568 milliards. Comme dans tous les projets, il n'y a pas un financement étranger où les contrats s'entendent hors taxes, car les partenaires ne participent jamais au paiement des taxes. Tous les projets qui ont des financements extérieurs, les projets sont en hors taxes, hors douane. Mais il dit que dans votre réponse, vous avez avancé un nouveau chiffre, à savoir que le coût du projet c'est de 665 milliards de francs CFA. Ma réponse est là. Réponse 1. Les coûts hors taxes, hors douane du TR sont de 568 milliards. Et pourquoi elle parle de 665 milliards? Les coûts, on n'additionne jamais des coûts de la fiscalité au coût d'un projet à financement extérieur. C'est ça la réponse. Deuxièmement, on a répondu qu'on ne parle pas de la même chose. Nous parlons de la phase 1 qui a été vraiment attribuée à 568 milliards. Maintenant, la phase 2 qui doit concerner Diamniadio, AIBD, c'est cette phase qui coûte 97 milliards. Donc quand tu additionnes les deux phases, c'est 665 milliards. Mais cette phase n'est pas encore venue, parce que cette phase n'est pas encore financée. On peut parler de ce qui est financé. Ce qui est financé, attribué, on peut parler que de ça. On a répondu, mais vraiment, on a confirmé ce qui s'est dit, ce qui s'est toujours dit, ce que le Premier ministre a dit, ce que le Président a dit, ce que tous les ministres qui sont passés à l'Assemblée ont dit, ce qui existe dans les dossiers. Ce qui existe dans les dossiers, dans quand même le budget autorisé par l'Assemblée nationale, c'est ça qui existe, c'est 568 milliards.
C'était donc Abdou Ndenessal qui était l'invité d'RFM Matin. La paire de Rufisque est dans des zones troubles, La preuve est que lors de la réunion que les responsables départementaux ont tenue hier, le premier adjoint au maire de Bambilor a été expulsé de la salle, ce que le représentant de Ndiaye Diop dénonce. Et c'est le ministre Oumar Gueye qui a été mis en cause. Joint par téléphone, le concerné n'a pas voulu se pencher sur la question. Rufisque Isidore Alexandre Sen. Au moment où le chef de l'État appelle la coalition Benno Bokk Yakaar à la mobilisation, son parti est secoué par une guerre de positionnement à Rufisque. Tout est parti de l'expulsion du premier adjoint au maire de Bambilor, Landing Bang, venu assister à une réunion convoquée par le coordinateur départemental de l'APR, le ministre Oumar Gueye. C'est moi qui a fait les transactions pour qu'il soit dans le parti en 2014 avec l'honorable député Souleymane Ndoye. Oumar Gueye, en l'occurrence le coordinateur de ce parti. Je pense que je vois mal aujourd'hui Oumar Gueye qu'on se retrouve dans une salle et qu'il me demande de ne pas assister à cette réunion, soit disant que je ne suis pas le maire. Mais je suis un maire adjoint, je suis conseiller départemental. Le parti présidentiel serait-il en crise dans la vieille ville? Pour Landing Bang, le maire de Sangalkam n'est pas un fédérateur. C'est pas des transhumants aujourd'hui qui me donneront la conduite de la leçon que je dois faire. Divise pour mieux régner. Donc réellement, c'est pas la personne idéale pour régler aujourd'hui la coordination du département de Rufisque. C'est pas la personne indiquée. Il faudrait que le président arrive à régler ce problème. Voulons un autre coordinateur qui n'est pas Oumar Gueye. La sortie médiatique que j'avais fait la veille des élections pour rétablir la vérité en disant que le maire de Bambilor était vraiment dans les dispositions pour être dans la liste nationale, je pense que c'est ça qui le dérange. Nous avons patienté pendant plus de 2 heures au conseil départemental de Rufisque pour recueillir l'avis du ministre Oumar Gueye. Au sortir de la rencontre, il nous a signifié, je cite, la réunion s'est très bien déroulée. Fin de citation. Joint par téléphone, un autre responsable, en l'occurrence le président du conseil départemental, Souleymane Ndoye, précise que seuls les présidents de coordination communale ont été convoqués. Si tel est le cas, pour quelle raison la congère départementale a eu son représentant lors de la rencontre, s'est interrogé Landing Bang. Isidore Alexandre Sen, Rufisque, RFM. Il est 12h12 partout au Sénégal. RFM, le journal. Ils sont en grève depuis une semaine. Il s'agit des travailleurs de l'agence de presse sénégalaise et c'est pour réclamer de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, il semble y avoir un début de solution puisque le paiement des salaires a commencé, renseigne le directeur général de l'APS. Et Thierno Birahim Daou demande la hausse du budget de l'agence pour régler les problèmes de trésorerie. Il a par ailleurs saisi les autorités compétentes, a-t-il déclaré, pour une solution définitive. Thierno Birahim Fall est joint par El Hadj Ndiogoudien. Depuis 19 ans, donc la subvention de la presse n'a pas connu de hausse. Et, le coût de la vie est en hausse et également donc le nombre de travailleurs aussi augmente. Et de ce point de vue, ça crée des déséquilibres et des tensions de trésorerie. Les salaires de décembre aussi ont été virés depuis hier et les contractuels ont déjà, et ceux qui vont au billetage, ont déjà commencé à percevoir leur salaire depuis plus d'une semaine. Donc il restait les permanents et ça vient d'être viré, donc il y a 24 ou 72 heures. Voilà, donc le budget est insuffisant. On reçoit 442 millions alors que la rémunération du service public de la presse fixe les objectifs et les besoins de la presse à 1,150 milliard. Donc c'est un document qui a été validé par les autorités et qui est adopté, mais quand même jusque-là on tarde à disposer de ces fonds qui sont indispensables à un fonctionnement correct de l'agence de presse sénégalaise. Est-ce que vous avez eu à rencontrer les travailleurs pour discuter avec eux de la situation? Le dialogue est permanent au niveau de la presse. Les portes de mon bureau sont ouvertes. Maintenant, j'ai attiré l'attention des autorités en écrivant une lettre au président de la République, au Premier ministre, à notre tutelle, donc au ministre du Travail et donc à Madame la présidente du Haut Conseil du dialogue social et M. Babacar Touré également, qui est un ardent défenseur de l'agence de presse sénégalaise. Donc, ils ont tous reçu nos correspondances hier pour intervenir et pour essayer de trouver une solution durable, définitive à la crise au niveau de l'agence de presse sénégalaise. Et ils viennent de réagir. Les travailleurs de l'APS démentent, selon le secrétaire général de la section Saint-Pix, les salaires ne sont ni payés ni virés. Bamba Kassé affirme que leur plan d'action reste maintenu. Il est joint par El Hadj Ndiogoudien. Jusqu'à l'heure où je vous parle, aucun salaire n'est payé. Je dis bien aucun salaire dû n'est payé. Maintenant, il faut faire un distinguo parce que il y a de cela à peine 10 jours,
lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des difficultés à payer les salaires, ils avaient déjà libéré une somme qui était destinée aux contractuels et aux prestataires. Évidemment, c'est une somme qui est moins importante que le reste. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, les salaires ne sont pas payés. Aucun virement n'a été fait hier. Si on vous dit que les virements ont été faits, nous n'avons pas cette information. En tout cas, nous avons vérifié cette information au niveau des services financiers. Ils n'ont pas fait de virement hier. Hier, on était bien mardi. Aujourd'hui, mercredi, il n'y a aucun message ou aucune information qui atteste que l'argent dû aux travailleurs est arrivé dans leur compte bancaire. Le plan d'action et la lutte continue, étant entendu d'ailleurs que la principale revendication ne tournait pas autour du paiement des salaires. Il faut que cela soit clair. Il ne faudrait pas qu'on fasse dans la désinformation pour dire que oui, nous avons des problèmes de salaire, c'est pour ça que les gens sont en grève. Les gens ne sont pas en mouvement pour réclamer le paiement de la salaire. Bien entendu, cela fait partie de la plateforme. Mais le plus important, c'est pas ça. Tout autre chose, les populations de Gorée indignées suite aux propos de Donald Trump traitant Haïti et les pays africains des pays de merde. Les insulaires qualifient le président américain de déséquilibré mental. Ces propos ne méritent pas de l'attention de la part des Africains, selon ces populations martyrisées par l'esclavage. Reportage dans l'île Mémoire. Mohamed Ali Mouba. Selon Joseph Gomis, Donald Trump a parlé sous le coup de la passion et il a insulté. Ça nous a vraiment touché. Et vraiment, pour le problème de la diplomatie, vraiment, c'est désolant. Tous les hommes ne sont pas pareils, mais celui-là, vraiment, pour un président, avancer de tels propos, c'est honteux, quoi. Et ça nous fait mal. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Et j'ai bien compris aussi la réaction de l'État. Mamadi Diop, tout à fait en phase avec cette observation. C'est une analyse qui est à la fois, moi je dis réactionnaire, machiavélique, une analyse, un discours qui sans objectivité, un discours sans réflexion, parce qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Amadou Makhtar Ndiaye, lui, pense qu'il faut pardonner à Trump et pour cause. Et ses propos, certes, ça nous choque, mais pas à ce point. Parce que c'est l'homme, c'est Donald Trump. Ouais. Moi, je trouve qu'il n'est pas équilibré. Il a été élu président des États-Unis par défaut. Ouais. C'est ma pensée. À Gorée, le discours de Donald Trump a eu les échos qu'on attendait. RFM. L'actualité internationale. Le tour de l'actualité internationale avec vous, Sornana Tambaye. Rebonjour. Rebonjour Antoine. Guinée-Bissau, c'est officiel, le gouvernement n'a plus de chef. Le président José Mario Vaz a finalement accepté la démission de son premier ministre Umaro Sissoko Mbalo. Son successeur n'est pas encore connu, mais le PAIGC veut la nomination d'un de ses cadres, Augusto Olivej, Bissau Nouamankali. La demande de démission présentée par le chef de l'exécutif bissau-guinéen Omar Sissoko Mbalo le vendredi dernier a été accepté ce mardi par le président de la République José Mario Vaz par décret présidentiel numéro 1/2018, son quatrième premier ministre de cette législature. Pour l'instant, le peuple bissau-guinéen ne connaît pas le nom du futur Premier ministre. En tout cas, pour la fin de la crise, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC propose et exige la nomination de Augusto Olivaz comme Premier ministre. Augusto Olivaz est un dirigeant du PAIGC, mais jusqu'en ce moment n'a pas aussi le soutien parlementaire du Parti de rénovation sociale PRS, deuxième force politique avec 41 députés et aussi des 15 députés dissidents du PAIGC. La grande question reste à savoir si, avec la nomination d'Augusto Olivaz, le pays pourra retrouver la stabilité. Nouamankali Bissau, RFM. Crise politique au Togo, une délégation de l'opposition s'est rendue à Conakry. C'est sur invitation du médiateur, le président Alpha Condé. Celui-ci a d'ailleurs proposé une date pour la tenue d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. La délégation a fait part de ses exigences telles que la libération de tous les détenus politiques. Alpha Condé à l'issue de la rencontre au micro de nos confrères de Radio France Internationale. Vous savez qu'au niveau de la CEDEAO de l'Union africaine,
Nous sommes préoccupés par la situation au Togo et nous souhaitons vraiment œuvrer pour que les conditions d'un dialogue apaisé et responsable puissent se réaliser. C'est pourquoi j'ai reçu la délégation de l'opposition togolaise et qui va maintenant aller au Ghana en concertation avec nos frères du Ghana, du Niger, etc., le président Alassane Ouattara et le président Roch, pour que nous aidions nos frères togolais à créer les conditions d'un dialogue apaisé. Nous avons proposé une date, mais ça sera la convenance du président du Ghana, puisque c'est lui qui reste sur place. Et si éventuellement il faut modifier cette date, nous avons présenté aussi quelles sont les demandes de l'opposition pour qu'il y ait une situation apaisée. Donc nous allons présenter ces demandes et j'enverrai une mission auprès du président pour présenter ces demandes afin qu'on arrive à une solution. Au Mali, plusieurs partis politiques demandent le respect du calendrier électoral à quelques mois de la présidentielle. Alors, ce scrutin aura lieu en 2018, en juillet précisément, et il y aura également les régionales et les locales en avril. L'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise souhaite donc que toutes les dispositions nécessaires soient prises. Le Front insiste surtout sur la nécessité de disposer d'un fichier électoral exhaustif et transparent. En dehors de cela, la DPS a tenu à rappeler au pouvoir public que le droit de manifester publiquement mais pacifiquement est garanti par la Constitution. C'est suite aux nombreuses manifestations interdites ces derniers jours dans le pays. Côte d'Ivoire, au deuxième jour de son procès, Lida Kouassi continue de clamer son innocence. L'ancien ministre de la Défense de Gbagbo se considère comme un prisonnier politique. Il est accusé de complot contre l'autorité de l'État. Lida Kouassi est en prison depuis octobre 2014. Daouda Diouf. Accusé de complot contre l'autorité de l'État ivoirien, l'ancien ministre de la Défense sous le régime de Laurent Gbagbo a nié les accusations contre lui. Lida Kouassi a déclaré devant la cour d'assises d'Abidjan qu'il se présente à la barre comme un prisonnier politique. Pour lui, le délit de complot contre l'autorité de l'État est un délit éminemment politique. Il poursuit pour dire qu'il n'est pas expert en coup d'État et que ses adversaires politiques veuillent bien le comprendre. Rappelons que Lida Kouassi, détenu en prison depuis octobre 2014, a été arrêté selon l'acte d'accusation dans le courant du mois de février 2012. La direction de la surveillance du territoire ivoirien recevait une information faisant état de la préparation d'un projet de déstabilisation du régime du président Alassane Ouattara par des officiers de l'armée en exil au Ghana, conçu en une plateforme militaire avec l'implication de certains civils et hommes politiques proches de Laurent Gbagbo. C'est suite à cette information que l'ex-ministre de la Défense Lida Kouassi, parti au Togo à la fin de la crise post-électorale de 2010-2011, a été extradé à Abidjan. Daouda Diouf en Centrafrique. Pour terminer, Antoine, la situation humanitaire plutôt critique. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, la moitié de la population a besoin d'assistance. Le regain de violence dans le pays a forcé une personne sur 5 à fuir son foyer. Les besoins sont énormes, ajoute le président du CICR, qui dénonce également un sous-financement. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Après l'échec des négociations d'hier entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, y a-t-il des chances d'accord avec la prochaine rencontre prévue avec le Premier ministre? Point de vue, ce sera dans quelques instants avec Atoumane Diao et le ministre Khalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation, exactement. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, bienvenue. Merci à vous, Antoine. Le Maroc et le Soudan en bonne posture pour franchir le premier tour du CHAN de football. Ils ont tous réussi leur entrée en matière cet après-midi à partir de 16h30 à Casablanca, le pays hôte, le Maroc qui se frotte à la Guinée, tandis que le Soudan se mesure à la Mauritanie. Le Sénégal rate pour la deuxième fois consécutive le CHAN, on le connaissait déjà. Des regrets, oui, il peut en avoir, mais Abdoulaye Dabo, directeur des programmes de la chaîne sportive guinéenne CIS, parle d'abord du bilan de cette première journée. C'est un niveau très bon parce qu'il doit être le reflet exact de ce que valent nos championnats nationaux dans nos différents pays, ce que valent nos pôles nationaux. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations. Le CHAN est une compétition très jeune. Elle n'a que 5 ans, mais en 5 éditions, on a vu beaucoup d'évolutions. Moi, je trouve le niveau assez bon quand même, très correct dans l'ensemble. Ça n'est pas très loin de l'aîné qui est la CAN. Vraiment, je suis satisfait du déroulement des compétitions et du niveau pratique de l'ensemble des équipes. C'est vrai qu'il y a certaines petites différences.
point de vue des niveaux. Mais dans l'ensemble, quand même, le niveau est correct. Forcément des regrets, parce que lorsque vous voyez une compétition majeure comme ça, à laquelle vous ne participez pas en tant que pays qui trône en ce moment à la première place du classement africain, on est tenté de se poser la question. Mais je pense que cette inquiétude-là est vite estompée quand on regarde un peu au niveau national, la place des clubs en Afrique, etc. Mais des regrets, il faut en avoir, parce que c'est des banquets auxquels il faut absolument participer pour relancer le football local, pour vraiment valoriser carrément nos footballeurs et vraiment nous permettre maintenant d'avancer à un niveau. Abdoulaye Dabo, directeur des programmes de la chaîne sportive guinéenne CIS, par ailleurs dirigé par notre confrère Aboubakriba, tous anciens plutôt de la RTS, c'est bien ça. Génération Foot Mbour, Petite Côte, il y a de quoi espérer pour les compétitions africaines. Et cela au vu de la forme actuelle des deux formations en Ligue 1 qui permet en tout cas d'espérer. Ils occupent la première et la deuxième place du classement. Ce sont là les propos de Cheikh Tahirou Fall, entraîneur de foot. Il est interrogé par Sodakam. C'est vraiment rassurant, d'autant plus qu'ils sont appelés à jouer en Afrique et ils sont en train de faire de bons résultats au niveau local. Donc ça augure des lendemains meilleurs. Et il faut avouer que les deux équipes sont très costauds et sur le plan tactique sont vraiment forts. J'ai eu à les suivre et vraiment c'est rassurant, c'est ce qu'ils sont en train de montrer. C'est vraiment rassurant par rapport à leur participation aux coupes africaines. Et ça veut dire que vous êtes optimiste pour voir donc ces deux clubs passer au moins le premier tour? Je l'espère, d'autant plus que ces deux équipes sont en train de faire un bon championnat. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est que je ne connais pas réellement leur adversaire. Je sais qu'il y a de la qualité dans ces différentes équipes. Et vraiment, si on continue sur cette lancée, on peut avoir quelque chose. Cher Tidiane, on poursuit avec la Ligue 1 en France qui poursuit sa 21e journée. Permettez la répétition. Justement, retenez que le Paris Saint-Germain leader accueille Dijon à partir de 20h30. 18h, d'autres rencontres sont prévues. Amiens contre Montpellier, 3 est à Angers. Guingamp fait face à l'équipe de Lyon qui pourrait ravir la deuxième place du classement à l'Olympique de Marseille qui l'occupe provisoirement. Lille et Rennes est aussi prévu. Saint-Etienne est en déplacement à Metz. Toulouse fera face à l'équipe de Nantes. Notez que l'Olympique de Marseille s'est provisoirement emparé de la deuxième place du classement. Coupe du Roi en Espagne. Ce soir, les quarts de finale. À partir de 20h, l'FC Barcelone affronte l'Espagnol Barcelone dans un derby catalan. Mais avant, à 18h, Atlético Madrid fera face à l'équipe du FC Séville. Alaves est en déplacement chez Valence. Demain, 20h30, les Ganas jouent contre le Real Madrid, mal en point actuellement dans la Liga espagnole. Cher, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Notre cursus scolaire à Ziguinchor a fait de nous des Casamancés de cœur tant notre intégration était de qualité. Nos relations de condisciples, pour certains, se sont prolongées en amitié pour la vie, souvent portée par nos enfants. Cela explique notre profonde tristesse quand, le 28 décembre 1982, une marche des indépendantistes à Ziguinchor, réprimée par les services d'ordre, a marqué le point de départ d'une crise longue et douloureuse dans cette région. 36 ans d'hostilité, 5000 morts estimés, plus 15 autres le week-end dernier. Qui pense être vainqueur dans ces massacres sans fin et aliénants, comme si la guerre créait une dépendance psychologique, une addiction? Les populations de la Casamance sont soumises à l'épreuve du feu et du sang versé. Depuis 36 ans donc, cette région magnifique et hospitalière est transformée en vallée des larmes. Mais jusqu'à quand? Le Sénégal, dans sa totalité, récuse cette guerre comme mode de vie. Nous savons que l'inégal niveau de développement entre la Casamance et le nord du Sénégal est une des raisons de pourrissement de ce conflit de géopolitique interne. Ajoutons quand même que l'élément d'exacerbation est en fait de la nature. La partie sud du Sénégal est enclavée. La Gambie, comme une langue dans la bouche,
coupe notre pays entre le nord et le sud, c'est-à-dire entre le centre et la périphérie. S'y ajoute le règne dans ce pays du dictateur Yahya Jammeh, qui plus de 2 décennies durant a joué un jeu macabre aussi bien sur la guerre que sur la mobilité des Sénégalais du sud au nord, du nord au sud. Les enfants casamançais de la décennie 80, enfants de la guerre, n'ont-ils pas des marques, des indices, des tics? En somme, n'ont-ils pas une personnalité particulière? Qu'ont-ils fait pour mériter de naître, de grandir et de ne connaître que les maquis, les enlèvements, l'initiation aux armes, tirer et tuer? Certains, c'est évident, auront besoin d'accompagnement pour réintégrer ce que l'on appelle la société et qui est différente de la vie des maquis. C'est un devoir urgent et commun des auteurs et acteurs de la guerre, c'est-à-dire les rebelles, les militaires, les autorités politiques, mais aussi les autorités religieuses, de réhabiliter cette frange immergée de force dans la violence leur vie durant. Je suis en train d'anticiper, je le sais, mais je l'espère surtout pour la Casamance, pour le Sénégal. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Detchediop. Un échec. Ça coince vraiment entre gouvernement et syndicats d'enseignants. La rencontre entre les deux parties n'a rien donné. Rien du tout. Conséquence, une grosse déception des enseignants selon l'AS. Et pourtant, dans le journal, le ministre de la fonction publique soutient que des avancées ont été notées. Maria Massar cite les prêts DMC qui étaient bloqués. Elle indique que le crédit va être libéré bientôt. Le secrétaire général du CELS l'a noté, mais juge dérisoire la mesure au regard des revendications des syndicats. Il était question, selon l'AS, d'examiner les accords signés en 2014. Problème, le secrétaire général du SAEMS dit avoir appris une certaine tentative de revenir sur certains points des accords. Une rencontre est prévue vendredi prochain avec le Premier ministre. Hélas, avertit que les syndicats attendent Mahamad Boun Abdallah Dionne de pied ferme. Celui qui semble ferme dans ce qu'il fait, c'est le général Moussa Fall, un général aux trousses des tueurs de Bofa Bayotte, selon Le Soleil, qui affiche sa photo à sa une. Il est sur le terrain et Le Soleil l'appelle le redouté Moussa Fall. Fin enquêteur, traqueur des assassins d'Omar Lamine Badji, Le Soleil nous apprend que le général Moussa Fall a fait ses preuves dans la forêt casamançaise de Niaguis à Youtou en passant par Efok, Babonda, Mpak. Et à propos de l'enquête à proprement parler, Le Soleil fait état d'avancées notoires et dans l'Observateur, Atepa met les pieds dans le plat et livre ce que mon confrère appelle des secrets du carnage de Bofa. L'Obs qui, par ailleurs, révèle qu'un Suisse et un homme d'affaires sénégalais sont au cœur de la tuerie. Selon l'Observateur, un homme d'affaires sénégalais, ses initiales MD, habitant la région de Dakar et activement recherché par les gendarmes en charge de l'enquête. Il est soupçonné d'être membre de cette mafia autour du bois dans la forêt casamançaise et indexé comme étant l'un des commanditaires qui avait envoyé les victimes dans la forêt moyennant quelques coupures de francs CFA. Et il est appuyé dans cette pratique mafieuse par un ressortissant suisse. En tous les cas, à la suite de la tuerie, de nouveaux affrontements entre l'armée et des bandes armées ont eu lieu en Casamance. C'est ce que rapporte Vox Populi. Un assaillant tué et le bilan peut évoluer selon la DIRPA. Et l'on parle de l'affaire Khalifa Sall et les requêtes à la Cour de justice de la CEDEAO évoquées ce matin par deux quotidiens, l'AS et Libération. Selon le journal l'AS, le dossier du maire de Dakar sera évoqué le 30 janvier 2018 devant la Cour communautaire économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Libération, lui, nous apprend que Khalifa réclame 50 milliards de francs CFA à l'État pour le préjudice qu'il aurait subi. Il réclame aussi une libération immédiate et la suspension provisoire de son procès. Libération qui a jeté un coup d'œil sur les 3 requêtes du maire de Dakar, publie d'ailleurs les facsimilés à sa page de titre. Et à la page de titre du journal Le Quotidien, présidentiel, duel Idi Gakou pour la candidature, Manko tire vers la scission. Et pour cause, mon confrère se fonde sur le fait que les khalifaïstes et les réumistes veulent faire de Idi le candidat de la coalition, alors que le grand parti veut jouer la carte de son leader. À défaut, sans doute, Malik Gakou, selon Le Quotidien, pourrait faire face à
Macky Sall. Malick Gakou qui veut attraire Source A en justice. Actusen et Presse Afrique aussi. C'est Source A même qui donne l'information à sa page de titre. Le journal indique que Maître El Hadj Diouf en a fait l'annonce et a débuté sa plaidoirie. C'est à propos d'une affaire de mort dans laquelle Gakou est cité. L'avocat croit savoir qu'il s'agit manifestement d'un complot ourdi contre le leader du grand parti pour le liquider politiquement. Source A, qui balaye d'un revers de main, s'arrête ce matin sur ce qu'il appelle la litanie de couac dans le handling de l'AIBD. Selon mon confrère, 2 AS fait venir 5 Turcs pour capaciter le personnel sénégalais. La raison, les Turcs se sont finalement rendus compte que plus d'un mois après l'inauguration de l'aéroport, l'organisation n'est toujours pas au rendez-vous et que ça continue à caler et à coincer dans tous les sens. Le PSE en question. Enquête fait état de graves menaces sur les chantiers de l'émergence. Le plan Sénégal émergent risque-t-il de connaître un atterrissage forcé pour déficit de matériaux de construction? Une chose pour le moins sûre, une rencontre a été organisée pour discuter du sujet. Et aux yeux d'enquête, il ressort que l'État est obligé d'utiliser des alternatives à certains produits comme le basalte pour continuer ses chantiers. Ce cambriolage rapporté par Vox Populi, cambriolage à Scat Urban, une maison dévalisée à 11h du matin, en plein jour donc, des bijoux en or évalués à des millions emportés, la domestique saute du 2e étage pour sauver sa peau. Les sports à la une de l'Observateur qui rend compte d'une réunion mixte Fédération Ministère des Sports. Il a été question du plan de préparation du mondial 2018. Selon l'Obs, l'État a validé la feuille de route de Aliou Cissé. 2 matchs amicaux à Londres, préparation à Vittel en France, camp de base à Koulouga en Russie. En Russie, quelle sera la composition de la délégation sénégalaise? Délégation de 50 personnes pour un budget de 3 milliards de francs CFA selon l'Observateur. Et vous voulez avoir une idée des 30 qui font le foot sénégalais? Record vous donne la réponse. Et vous savez quoi? Sadio Mané occupe la première place. Le trio de tête est complété par Aliou Cissé et Augustin Senghor. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Après l'échec des négociations d'hier entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, y a-t-il des chances d'accord avec la prochaine rencontre prévue avec le Premier ministre vendredi prochain? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Monsieur le ministre Kalidou Diallo, bonjour. Bonjour. Ancien ministre de l'Éducation, vous l'êtes. Atoumane Diaw, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission formation et sensibilisation au niveau du Haut Conseil pour le dialogue social. Alors, monsieur le ministre Kalidou Diallo, le monde scolaire bouge, les enseignants déroulent leur plan d'action. Il y a eu une rencontre hier avec le ministre de la fonction publique, mais bref, pas d'accord. Le Premier ministre pourra-t-il, à votre avis, sauver la situation en trouvant un accord avec les syndicats? Je vous remercie. Je voudrais d'abord bien sûr rappeler un certain nombre de principes. Je me féliciter d'abord du fait que le gouvernement soit engagé avec le Premier ministre en tête pour rencontrer les syndicats. C'est une volonté politique importante qu'il faut noter. Et je pense que ça a été fait très rapidement. Mais je voudrais rappeler quand même que le contexte est très compliqué parce que vous savez que c'est un contexte de post-élection de représentativité où le gouvernement a décidé d'exclure un certain nombre de syndicats et de négocier avec ceux qui avaient 10% seulement et de laisser les autres en rate. En rejetant aussi leur préavis de grève, ce qui est jugé illégal par un inspecteur du travail. Voilà, je voudrais juste quand même rappeler un peu les chiffres. D'abord, moi, j'avais averti que 10% c'était très élevé, il fallait s'en tenir à 5%. Sinon, le nombre d'exclus sera tellement important qu'il va être nuisible. Vous voyez donc, le gouvernement doit tenir compte de ces syndicats moins représentatifs. Je vais juste faire un peu une sorte de cartographie des chiffres rapidement. Il y avait 97 000 inscrits pour ces élections-là. Et il y a eu 65%. Alors, si on prend le primaire, il y a 3 syndicats qui sont sortis du lot avec 57%. Et il y a tous les autres, 42%, sont laissés en rate. Dans le moyen secondaire, il y a 2 syndicats qui sont sortis du lot avec 76%. Mais 23% sont également rejetés. Bon, le corps de contrôle, c'est important parce que c'est 89%. Mais si vous notez bien les choses, si on met en rapport
avec le taux de participation qui tourne autour de 65%, il y a à peu près 35% de non-votants qui vont s'ajouter aux minoritaires. Et si le gouvernement du Sénégal décide de façon comme ça unilatérale de remettre en cause des conventions internationales, oui, surtout la 98 qui l'oblige à négocier, et je pense que ça pose problème. Justement, d'abord, oui. Donc, dans un premier temps, le premier gros problème, c'est de valider des élections de représentativité où il y a d'abord des recours. Des élections de représentativité qui ne vont pas faciliter la question des négociations. Finalement, ça va compliquer la situation. Voilà, donc ça c'est le premier principe. Oui. Je pense que le principe c'est que, en tout cas moi je conseille au gouvernement de négocier, de convoquer, s'il le faut parallèlement ou bien ensemble, tous les syndicats reconnus, oui, et que la Constitution reconnaît, que la loi 61 reconnaît, que le Code du travail reconnaît, qu'un syndicat constitué légalement représenté, quand il dépose un préavis, il a droit à des négociations collectives. Donc que le gouvernement décide de négocier avec son représentatif, mais également qu'il décide de négocier avec les autres. Comme ça, il y aura moins de problèmes. Ce qui va se passer, c'est que les syndicats qui sont en train de négocier, il y a des revendications que le gouvernement ne peut pas satisfaire actuellement. C'est impossible. Telles que les indemnités de logement, l'augmentation d'un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les autres risquent de refuser de signer des accords parce que ceux qui n'ont pas négocié vont l'exploiter pour les mettre en mal avec leur base. Très bien. Je reviens. Ça va rendre difficile les négociations. Je reviendrai sur ce point bien précis, la satisfaction des revendications qui sont là depuis quelques années. Alors, Atoumane Diaw, êtes-vous d'abord optimiste quant à un éventuel accord entre le Premier ministre et les syndicats d'enseignants lors d'une rencontre prévue vendredi prochain? Oui, merci Daouda, bonjour, et je profite de l'occasion pour saluer mon ami le ministre Kalidou Diallo. Et quant au problème que vous venez de poser, je pense que on a dit que toute guerre à travers le monde et à travers les siècles finissent toujours par se mettre autour de la table. C'est heureux déjà que par rapport à des gens, à des organisations syndicales qui ont des plateformes revendicatives, qu'il y ait un dépôt de préavis par rapport donc à des marches ou par rapport à des grèves, c'est tout à fait logique. Mais ce qu'il faut saluer, c'est déjà que l'État, eh bien, également, s'érige en bon interlocuteur, convoque les différentes parties et essaie de trouver des solutions. Comme les solutions peuvent être étagées sur la base des décisions à prendre, et que dans un premier temps, le ministère a déjà fait ce qu'il y avait à faire, même si les gens ne se sont pas entendus, on peut dire qu'il y a eu du dialogue social. Par simple échange d'informations, il y a du dialogue social. Le dialogue social ne peut pas tout le temps aboutir au premier à-coup. Et qu'il y ait maintenant que le Premier ministre, qui est la deuxième personnalité au plan administratif après le président, à se mettre disponible pour essayer de les convoquer et de discuter pour trouver en définitive des solutions idoines à leurs problèmes, nous pensons que ça peut quand même produire des effets assez positifs. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure. Je termine avec le ministre Kalidou Diallo. Alors, monsieur le ministre, quelles difficultés le gouvernement peut avoir à régler les problèmes des enseignants qui datent pas d'aujourd'hui, alors qu'on a connu une succession de budgets dont une bonne partie est réservée à l'éducation, mais que le ministère de l'éducation, de l'économie et des finances est également édifié sur ce qu'il faut faire pour les enseignants? Toutes ces questions-là ne concernent pas le ministre de l'Éducation nationale, en fait. Parce que le ministre sur les aspects pédagogiques, finalement, c'est pratiquement réglé. Oui, c'est pour cela que j'ai parlé du ministère de l'économie et des finances. Vous savez, la question des terrains et des parcelles date de 2003. Tout ce que vous entendez là, tout ce qu'on est en train de lister, la question des DMC, la question des avances, tout ça, c'est des revendications que nous avons traversées. Pourquoi on n'a pas réglé ces problèmes depuis lors? Mais parce que il y a des incidences financières importantes qu'il est difficile à l'État de régler.
C'est tout. Parce que vous voyez, par exemple... Est-ce qu'on l'a dit aux enseignants de façon formelle et de façon claire? Certainement, on l'a toujours dit. Mais si je prends le cas des parcelles, la viabilisation des parcelles, mais à l'époque, Dakar seulement coûtait plus de 10 milliards. Parce qu'à l'époque, le président Wade, peut-être, il avait dit, je vous donne gratuitement. Donc, on pouvait donner des parcelles sans mettre la validation, plutôt la viabilisation. Mais quand on dit, je vous donne des parcelles viabilisées, ça complique les choses, ça devient très cher. C'est pratiquement impossible. Les 5000, c'est les 1100 parcelles de Dakar, les 5100 parcelles, tout ça, ça date de 2006-2008. C'est depuis très longtemps. La question de DMC, c'était 800 millions avant, maintenant c'est allé rapporter ça à 1 milliard, ensuite à 2 milliards, maintenant c'est à 3 milliards. De l'État, vous savez que le problème de la masse salariale, mais ça pose problème, pratiquement le gouvernement a dépassé les 38%. Si je comprends bien, il y a des problèmes qui ne vont jamais être résolus maintenant. En tout cas, difficilement réglables du point de vue, en tout cas. Très bien. La question de rappel, c'est réglable. C'est-à-dire, quand il y a des avancements, on doit les régulariser. Ça, c'est réglable. C'est une priorité. Mais le reste... Mais la question des indemnités et autres questions, ça va être très difficile à régler. Mais sur le gouvernement, il faut que le gouvernement négocie avec tout le monde. Oui, merci. Et bien dit ce qu'il faut faire. Merci, monsieur le ministre. Kalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation. Atoumane Diaw, on termine avec vous. Vous êtes toujours impliqué en tant que haut conseiller pour le dialogue social. Alors, est-ce que le gouvernement donne assez de garanties aux enseignants par rapport à leurs revendications? Oui, il donne assez de garanties. C'est difficile de le dire. Parce que, comme on le sait, le contexte aujourd'hui est très difficile. Et les négociations étaient un tout petit peu déréglées par déjà une situation administrative qui était difficile dans les négociations. Les augmentations qui sont demandées, notamment, prenons juste le cas déjà des indemnités de logement. Si aujourd'hui on prenait 70 000 enseignants dans le global, avec une indemnité, on en demande aujourd'hui, c'est à 60 000, on en demande 200 000, mais si on n'accordait rien que 10 000 francs par rapport à chaque enseignant pendant déjà l'année, ce serait déjà autour de 82 milliards. Vous savez déjà, quand maintenant par rapport à ça, on en demande 200, c'est difficile de donner déjà des garanties que ce problème-là va être réglé au cours de ces négociations. Il y a beaucoup de problèmes par rapport à... Quelquefois, les autres, justement, essaient d'assimiler la création du HCTT déjà à cette situation. Le HCTT coûte 5 milliards par an. Et si on accordait déjà une indemnité rien que de 10 000 francs à l'ensemble d'un étiquetage sur à peu près 70 000 enseignants, on en serait à 82 milliards par an, pardon. Et ça, ce serait insoutenable, c'est vrai. Et ce qu'il y a, c'est ça qui a justement déréglé la situation. Les promesses et les accords qui ont été signés en son temps étaient dans un contexte où réellement la réalisation n'était pas possible. Et les charges étaient insoutenables par rapport à ça. Et c'est ce qui crée aujourd'hui ces problèmes. Donner des garanties par rapport à cette situation, à mon avis, ça me paraît assez difficile. Très bien, c'est bien clair. Atoumane Diaw, président de la commission formation et sensibilisation au niveau du Haut Conseil pour le dialogue social. Je vous remercie. La météo, avant de vous quitter, un temps plutôt ensoleillé va prédominer sur l'ensemble du territoire. Cependant, des passages nuageux seront momentanément notés sur l'extrême nord. La sensation de chaleur s'amoindrira sur la majeure partie du pays en raison de la baisse relative des températures journalières et qui vont varier entre 30 et 32 degrés. La fraîcheur nocturne et matinale sera fortement marquée sur le pays, notamment sur le littoral et la zone nord où des minimums de 12 degrés seront relevés. Le rappel des titres. L'enquête sur le drame de Bofa Bayotte se poursuit et avance rapidement. Information obtenue par RFM de sources proches du dossier. Pour sa part, la Convergence pour le développement et le désenclavement et le développement de la Casamance accuse l'État d'être responsable du massacre du 6 janvier dernier, une affaire liée à l'exploitation abusive de bois
et non au conflit armé dans le sud du pays, selon la dite convergence. Assemblée nationale, l'indemnité de rentrée qui s'élève à 10 millions, toujours pas versée aux députés. Les menaces de dénonciation d'Ousmane Sonko sont passées par là. Suite mais pas fin de la polémique autour du coup du TER. Le ministre délégué chargé du développement ferroviaire dément le député Ousmane Sonko sur les chiffres. D'après Abdoulaye Nessal, le député de PASTEF fait de l'amalgame. Et puis APR de Rufisque ne parle plus le même langage. Des divergences ont eu lieu hier lors d'une rencontre organisée par les responsables départementaux. Principal accusé, le ministre Oumar Gueye, qui n'a pas voulu trop s'attarder sur la question. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop, réalisation Daouda Diouf, Pape Oumar Diawete à la régie. À 13h, la grande édition en Wolof, ce sera avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, Dialgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.